Imaginez la scène. L'année est 1904. Vous vous tenez dans la chaleur étouffante de l'été de Saint-Louis, dans le Missouri, entouré par la clameur triomphale de l'exposition de l'achat de la Louisiane. C'est un monument au progrès, une cité blanche étincelante construite pour célébrer un siècle d'expansion américaine. Mais vous vous éloignez des grands palais de l'industrie et de l'art, attiré par une curiosité plus primitive, vers une vaste exposition de 47 acres. C'est la réserve philippine, et à l'intérieur, vous trouvez quelque chose qui vous glace jusqu'aux os. Devant vous se trouve le village Igorot, une réplique méticuleusement conçue, mais totalement perverse, d'une communauté tribale. Des hommes, des femmes et des enfants, amenés de l'autre bout du monde, vivent dans des huttes à ciel ouvert, leurs corps presque nus exposés pour votre amusement de badaud. Ils accomplissent des rituels, pilent du riz et fixent la mer de visage avec un mélange troublant de résignation et de mépris. L'air est chargé de l'odeur de la fumée de bois et du murmure de la foule, une foule qui pointe du doigt, rit et achète des photographies, traitant ces êtres humains comme des spécimens vivants dans une vaste cage à ciel ouvert. Vous venez d'entrer dans le monde glaçant du zoo humain. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. L'exposition universelle de Saint-Louis de 1904 n'était pas simplement un événement. C'était une grande déclaration théâtrale de l'identité américaine à l'aube d'un nouveau siècle. Fraîchement sortis de leur victoire dans la guerre hispano-américaine, les États-Unis avaient acquis de nouveaux territoires d'outre-mer, dont les Philippines, et l'exposition était une plateforme pour à la fois célébrer et justifier cet empire naissant. La réserve philippine était le joyau de sa propagande, l'exposition la plus grande et la plus chère, conçue par le gouvernement pour mettre en valeur la prétendue bienveillance du colonialisme américain. C'était un voyage à travers une hiérarchie raciale soigneusement construite. Les visiteurs pouvaient se promener des villages des Visayans civilisés et christianisés, présentés comme prêts pour la tutelle américaine, aux groupes plus primitifs, pour aboutir à l'étalage le plus sensationnaliste de tous, les Igorot. Présentés comme des sauvages chasseurs de têtes et mangeurs de chiens, le peuple Igorot est devenu l'attraction incontournable de l'exposition, une incarnation vivante du fardeau de l'homme blanc. Les organisateurs, des hommes de science et de gouvernement comme Albert Jenks et William P. Wilson, étaient les architectes de ce théâtre déshumanisant. Ils étaient les tyrans dysfonctionnels de ce microcosme, leur obsession de la classification raciale et de la justification impériale, se manifestant par une cruauté systématique déguisée en éducation. Les familles Igorot, telles les victimes impuissantes de ce grand récit, étaient piégées. Recrutées avec de vagues promesses de richesse et d'aventure, elles se sont retrouvées transportées dans un été humide du Missouri, forcées de vivre dans un état de performance. Le mythe le plus sordide, celui de leur régime alimentaire à base de chiens, était activement encouragé. Les organisateurs de l'exposition leur fournissaient des chiens, assurant un approvisionnement constant pour les foules morbidement curieuses qui se rassemblaient pour assister au spectacle, un spectacle qui renforçait leur propre sentiment de supériorité. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique? Voir sa culture réduite à une seule caricature grotesque, accomplir ses rituels sacrés pour le divertissement railleur de ses colonisateurs, voir les visages de ses enfants se refléter chaque jour dans les yeux froids et curieux d'un millier d'étrangers. Ce n'était pas de l'anthropologie. C'était une psychose politique jouée sur une scène humaine, où les frontières entre éducation, divertissement et exploitation n'étaient pas seulement floues, mais entièrement effacées par l'idéologie enivrante de l'Empire. Le sol même de l'exposition, dédié au progrès, était imprégné d'un acte de déshumanisation profond et délibéré. Bien avant les grandes vitrines humaines à l'échelle industrielle de la fin du XIXe siècle, la graine de cette perversion avait été plantée dans les cours d'Europe à l'ère des grandes découvertes. La pratique n'a pas commencé comme un spectacle public, mais comme une curiosité privée pour les riches et les puissants. Lorsque Christophe Colomb revint de son premier voyage en 1493, il ne ramena pas seulement de l'or et des perroquets. Il ramena 6 captifs du peuple taïno, les présentant à la cour espagnole de la reine Isabelle Ier et du roi Ferdinand le Second comme des trophées vivants de sa découverte. Ils furent les premiers d'un long et tragique défilé d'êtres humains arrachés à leur foyer et exposés comme des curiosités exotiques, leur humanité secondaire à leur nouveauté. Pourtant, aucune histoire de cette période précoce n'encapsule l'horreur et la nature systémique de cette exploitation de manière plus profonde que celle de Saartjie Baartman. Né vers 1789 dans le Cap oriental de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud,
elle était membre du peuple Khoikhoi. Après que son compagnon fut tué par un colon hollandais, Saartjie se retrouva au service d'un homme nommé Hendrik César. C'est là que sa vie prit une tournure tragique. César et son associé, un chirurgien de marine anglais nommé Alexander Dunlop, furent frappés par sa stéatopigie, une caractéristique génétique de certaines femmes khoisan, qui entraîne d'importantes accumulations de graisse sur les fesses. Ils ne virent pas une femme, mais un spectacle rentable. Ils devinrent les exécuteurs d'un système qui valorisait les parties de son corps plus que sa personne. La convainquant avec de fausses promesses de richesse et de gloire, ils l'emmenèrent à Londres en 1810. Là, elle fut exposée à Piccadilly, sous le nom de la Vénus Hottentote. Pour un shilling, le public pouvait la dévisager dans sa forme semi-nue alors qu'elle était forcée de marcher, de se tenir debout et de s'asseoir sur commande. Pour un supplément, il pouvait la toucher du doigt. Elle était une victime impuissante piégée dans un cauchemar, son corps une source d'amusement public et d'intrigue scientifique, son esprit lentement écrasé sous le poids d'1 million de regards lubriques. L'air de la salle d'exposition devait être chargé de l'odeur des corps mal lavés et de la laine mouillée, le bruit un bourdonnement constant de chuchotements et de rires cruels. Ces protestations et ces moments de défi étaient présentés comme faisant partie du spectacle, une preuve de sa nature sauvage. La société abolitionniste, l'Association africaine, prit sa défense, traînant César en justice pour son exploitation. Mais le système était truqué contre elle. Saartjie, probablement contrainte, témoigna qu'elle était une participante volontaire, qu'elle recevait une partie des bénéfices. L'affaire fut classée, et ses chaînes, tant littérales que métaphoriques, se resserrèrent. Le calvaire de Saartjie Baartman ne s'est pas terminé dans les salles d'exposition sordides de Londres. Il s'est métastasé en une nouvelle forme d'exploitation, plus sinistre, sous le couvert de l'enquête scientifique. Après le procès, sa notoriété diminua, et son impresario, Hendrik César, la vendit à un dresseur d'animaux français nommé Rau. Elle fut emmenée à Paris, le prétendu cœur de la civilisation et des lumières européennes, où sa dégradation atteignit son nadir. En France, elle fut exposée dans des conditions encore plus brutales, souvent aux côtés d'un rhinocéros, son humanité explicitement assimilée à celle d'une bête exotique. Mais ce fut la communauté scientifique, les gardiens complices de l'idéologie raciale, qui lui infligerait les blessures les plus durables. Elle attira l'attention de Georges Cuvier, un naturaliste et anatomiste de renom, considéré comme l'un des pères de la paléontologie. Cuvier était un fervent partisan du polygénisme, la théorie selon laquelle les races humaines avaient des origines différentes, qu'il utilisait pour construire une hiérarchie scientifique avec les Européens blancs au sommet et les Africains noirs tout en bas. Pour Cuvier, Saartjie n'était pas une personne. Elle était un maillon vivant vers le règne animal, un spécimen à étudier. Il la soumit à une série d'examens humiliants, la persuadant de poser nue pour des peintres et des scientifiques au jardin du roi. Imaginez la salle froide et stérile, remplie des hommes de science les plus puissants de France, leurs yeux parcourant son corps avec le calcul impassible de Boucher. Ils mesurèrent son crâne, ses membres, ses organes génitaux, tout cela dans une quête perverse pour prouver son infériorité. Pouvez-vous sonder la violation psychologique d'être réduite à un ensemble de points de données, votre être même utilisé comme preuve d'une théorie qui niait votre humanité? Saartjie mourut en 1815, à l'âge de seulement 26 ans, d'une maladie inflammatoire indéterminée, probablement exacerbée par la pauvreté, la maladie et un profond désespoir. Mais pour Cuvier, sa mort fut une opportunité. Il obtint son corps, le disséqua et en fit un moulage complet en plâtre. Il conserva ensuite son cerveau et ses organes génitaux dans des bocaux pour les exposer au musée de l'homme. Pendant plus de 150 ans, ses restes, ainsi que son squelette, furent exposés au public, un témoignage permanent du mariage grotesque du racisme et de la science. Son corps, qui avait été un spectacle dans la vie, resta un spectacle dans la mort, une violation finale et post-mortem. Ce n'est qu'en 2002, après des années de plaidoyer du gouvernement sud-africain initié par le président Nelson Mandela, que ses restes furent finalement rapatriés et enterrés dans sa patrie, une fin sombre à une histoire qui sert d'allégorie obsédante pour l'ensemble du projet colonial. La cruauté isolée et ponctuelle infligée à des individus comme Saartjie Baartman était destinée à évoluer. À mesure que le XIXe siècle avançait, les moteurs jumeaux du capitalisme industriel et du grand impérialisme créèrent un terrain fertile pour que la pratique de l'exhibition humaine se transforme en une industrie mondiale, hautement organisée et immensément rentable.
Ce qui était autrefois une curiosité morbide pour les aristocrates devint un divertissement de masse, une pièce cruciale de la machinerie idéologique qui justifiait l'expansion coloniale auprès des citoyens restés au pays. La force motrice de cette transformation fut une nouvelle forme de pseudo-science qui cherchait à classer et à hiérarchiser toutes les populations humaines sur Terre. Des théories comme la phrénologie, qui prétendaient déduire le caractère à partir de la forme du crâne, et le darwinisme social, une application grotesque des théories de l'évolution de Darwin aux sociétés humaines, fournirent l'ossature intellectuelle de ce projet. Ce n'étaient pas des idées marginales, c'était la science dominante, enseignée dans les universités et débattue dans les couloirs du pouvoir. Elles créèrent un récit dans lequel la conquête et l'assujettissement d'autres peuples n'étaient pas un acte d'agression, mais un processus naturel, voire noble, la mission civilisatrice. Le zoo humain devint le manuel vivant de cette idéologie. Pourquoi lire un traité anthropologique aride quand on pouvait voir la sauvagerie en chair et en os? Pour le prix d'un billet, le citoyen moyen de Londres, Paris ou Berlin pouvait contempler un diorama vivant d'un village africain, primitif, ou d'une île de cannibales du Pacifique Sud. Il pouvait voir par lui-même la prétendue preuve de la hiérarchie raciale, confirmant sa propre position à son sommet. Ce spectacle servait un double objectif. Il était à la fois palpitant d'exotisme et profondément rassurant. Il présentait l'autre colonial comme non menaçant, enfantin et arriéré, renforçant l'idée que l'Empire était un acte bienveillant de paternalisme. Les hommes, les femmes et les enfants de ces expositions, dépouillés de leur contexte, de leur histoire et de leur individualité, devenaient des représentants génériques de leur race, leur culture complexe réduite à quelques points sensationnalistes. Le tyran dysfonctionnel de cette phase n'était pas une seule personne, mais l'ensemble de l'établissement intellectuel et politique de l'Occident, un système dont les angoisses raciales profondes et les ambitions impériales se manifestaient sous la forme d'un vaste théâtre international de la cruauté. Les gardiens complices étaient les millions de personnes qui achetaient des billets, dont la curiosité désinvolte et les préjugés irréfléchis alimentaient la demande pour toujours plus de ces exhibitions humaines, transformant le préjugé en un cycle rentable et auto-entretenu de déshumanisation. Aucun individu n'a fait plus pour systématiser et commercialiser l'exhibition d'êtres humains qu'un marchand d'animaux allemand de Hambourg, nommé Karl Hagenbeck. Avant Hagenbeck, les expositions humaines étaient souvent des affaires désordonnées. Lui, cependant, aborda la pratique avec le même génie entrepreneurial et la même rigueur logistique qu'il appliquait à son commerce international d'animaux, inventant de fait l'exposition ethnologique moderne. Hagenbeck était une figure complexe, un tyran par excellence de son domaine, qui ne se voyait pas comme un exploiteur cruel, mais comme un éducateur et un pionnier. Son obsession personnelle pour l'authenticité était le moteur narratif de son entreprise. Il ne se contentait pas d'exposer des gens, il recréait, dans son propre esprit, leur monde entier pour le bénéfice du public européen. Il commença en 1874 lorsqu'il exposa un groupe de Samis de Laponie avec leurs tentes, leurs armes et un troupeau de rennes. Le spectacle fut un succès massif et Hagenbeck réalisa qu'il était tombé sur une mine d'or. Il développa rapidement son entreprise, créant ce qu'il appelait des Völkerschauungen, ou spectacles de peuple. Sa méthode était stéréotypée et efficace. Il envoyait des agents à travers le monde au Sri Lanka, en Patagonie, en Somalie, au Groenland, pour recruter des individus pour ses troupes. Les contrats qu'il signait étaient souvent trompeurs, rédigés dans des langues qu'il ne pouvait pas comprendre, promettant un bon salaire et un retour en toute sécurité, qui ne se matérialisaient pas toujours. Une fois en Europe, ses troupes étaient installées dans des villages construits à cet effet dans le Tierpark de Hagenbeck, son zoo à Hambourg, ou envoyées en tournée dans de grandes villes comme Paris, Londres et Berlin. La clé de l'innovation de Hagenbeck était le mélange de personnes et d'animaux de la même région, créant un panorama naturaliste qui brouillait la frontière entre l'humanité et la bête dans l'esprit de son public. Il exposait une troupe nubienne, aux côtés d'éléphants et d'autruches d'Afrique, ou un groupe de Cingalais avec leur bétail sacré. C'était un choix délibéré, conçu pour renforcer l'idée que ces gens étaient plus proches de la nature, moins évolués et fondamentalement différents des Européens civilisés qui les observaient à travers les clôtures. La logistique était stupéfiante. Il gérait le transport de centaines de personnes à travers les océans, concevait et construisait leurs villages authentiques, gérait leur alimentation et chorégraphiait leurs performances quotidiennes de rituels et d'artisanat.
Les victimes de ce système étaient soumises à une routine éreintante, une vie vécue sous une surveillance constante, chacun de leurs gestes étant une forme de divertissement pour un public payant. Le climat froid de l'Europe entraînait souvent des maladies, les affections respiratoires comme la pneumonie et la tuberculose étant tragiquement courantes. La mort était un risque constant, un dommage collatéral accepté dans la poursuite du profit et du spectacle. Hagenbeck, le showman visionnaire, avait perfectionné la machinerie du zoo humain, transformant une pratique sporadique en une forme de divertissement de masse peaufinée, reproductible et immensément populaire, qui définirait une époque. Pour vraiment comprendre l'horreur psychologique d'une exposition de Hagenbeck, il faut essayer d'imaginer l'expérience du point de vue de ceux qui étaient exposés. Considérez par exemple l'une de ces populaires troupes somaliennes, recrutées dans la Corne de l'Afrique et amenées dans le monde étranger de l'Allemagne impériale à la fin du XIXe siècle. C'étaient des gens fiers guerriers, éleveurs et artisans d'une terre chaude et aride, soudainement plongés dans le froid humide et glacial d'un hiver à Hambourg. Le voyage lui-même aurait été un cauchemar désorientant, une longue traversée maritime dans des quartiers exigus, remplis de langues incompréhensibles et de nourriture inconnue. À leur arrivée, ils n'étaient pas accueillis comme des invités ou des employés, mais installés comme du bétail dans leur nouvelle demeure, un village fabriqué de huttes, construites en plâtre et en bois, entouré d'une clôture. Leur monde se réduisait à la taille de cet enclos. Leur vie quotidienne était un programme de performance rigide. On attendait d'eux qu'ils brandissent leurs lances, exécutent des danses de guerre, tissent des paniers et s'engagent dans des simulacres de combat. Tout cela pour l'amusement d'une foule qui les regardait avec un mélange de peur et de fascination. Pouvez-vous imaginer l'humiliation lancinante, voir les danses sacrées de vos ancêtres réduites à un spectacle de foire, vos vêtements traditionnels transformés en costumes? Chaque instant de leur vie était public. Ils mangeaient en public, ils socialisaient en public, ils pleuraient leurs malades et leurs mourants en public. Il n'y avait aucune intimité, aucune échappatoire au regard incessant de la foule. Les sons devaient être un tourment constant, le murmure des voix allemandes, les rires, l'insulte occasionnelle criée. Les visages dans la foule se seraient fondus en une seule entité monstrueuse, une mer de peau blanche et de vêtements étranges, leurs yeux retenant le calcul froid d'un fermier inspectant son troupeau. C'étaient les victimes impuissantes, leur autonomie dépouillée, leurs identités aplaties. Ils n'étaient plus des individus avec des noms, des familles et des histoires, ils étaient simplement les Somaliens. Les gardiens complices du système n'étaient pas seulement Hagenbeck et ses agents, mais chaque personne qui achetait un billet. Chaque pièce de monnaie déposée à l'entrée était un vote pour la continuation de cette misère, un petit acte qui, collectivement, alimentait un vaste moteur de déshumanisation. Le bilan émotionnel devait être incommensurable, une terreur creuse s'installant dans l'estomac comme une pierre, un mal du pays rongeur, un profond sentiment de dislocation et de désespoir. Certains résistaient de petite manière, refusant de se produire ou montrant un mépris ouvert pour le public, mais de tels actes de défi étaient souvent punis ou mal interprétés comme faisant partie du spectacle sauvage. Pour la plupart, la seule voie de survie était une sorte de repli psychologique, un engourdissement de l'âme pour endurer l'insupportable. Le zoo humain a atteint son apogée non pas dans les parcs privés d'imprésario comme Hagenbeck, mais sur les scènes les plus grandioses imaginables, les grandes expositions universelles de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ces expositions colossales étaient les expressions ultimes de la suprématie occidentale, industrielle, coloniale et scientifique. Des villes comme Paris, Chicago et Saint-Louis se disputaient l'organisation de l'événement le plus spectaculaire, construisant de vastes cités temporaires pour présenter les réalisations de leur nation. Et au cœur de ces célébrations du progrès, le zoo humain devint un élément indispensable et central. Ce n'étaient pas des attractions marginales, c'étaient des expositions officielles, sanctionnées par le gouvernement, présentées comme éducatives et patriotiques. L'exposition universelle de Paris de 1889 en est un exemple frappant. Tandis que le monde s'émerveillait devant la toute nouvelle tour Eiffel, symbole de l'ingénierie moderne, les visiteurs pouvaient également se promener dans un « village nègre » peuplé de 400 personnes venues de tout l'empire colonial français. La juxtaposition était tout l'enjeu, l'acier imposant du génie français d'une part, et la vie primitive de ses sujets coloniaux de l'autre. Le message était clair et puissant, voici ce que nous avons accompli, et voici ceux que nous civilisons. Les exhibitions humaines de ces expositions étaient stupéfiantes par leur échelle et leur ambition.
L'exposition universelle de Chicago de 1893, construite pour célébrer le 400e anniversaire de l'arrivée de Colomb dans les Amériques, était organisée selon une géographie nettement racialisée. La Cité blanche, formelle et néoclassique, abritait les expositions d'art, de sciences et d'industrie des nations civilisées d'Europe et d'Amérique. En contraste frappant, le Midway Plaisance, bruyant et chaotique, était la zone désignée pour le divertissement et les expositions ethnologiques. Ici, les visiteurs pouvaient trouver une rue du Caire, un village allemand, et, de manière plus révélatrice, des villages de peuples du Dahomey d'Afrique de l'Ouest et d'Amérindiens, y compris le célèbre chef Lakota Sitting Bull, qui avait auparavant tourné avec le spectacle Wild West de Buffalo Bill. Leur culture était présentée comme des marchandises, leur humanité une considération secondaire. Ces expositions étaient la manifestation ultime du tyran dysfonctionnel en tant qu'idéologie nationale. L'État lui-même devenait le showman, utilisant ses immenses ressources pour mettre en scène les hiérarchies raciales les plus élaborées et les plus convaincantes. Les victimes se comptaient par milliers, amenées de tous les coins du globe pour vivre dans ces villages Potemkin temporaires, leur vie devenant une performance de l'idéologie impériale. Le public, se chiffrant en dizaines de millions, consommait ce spectacle avec avidité, sa fierté nationale et son sentiment de supériorité civilisationnelle affirmé à chaque danse sauvage et rituel primitif dont il était témoin. Dans cette vaste et horrible histoire de l'exhibition humaine, une histoire se distingue par sa cruauté pure et concentrée et sa conclusion déchirante. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Ota Benga, et elle sert de réquisitoire ultime contre le système tout entier, une tragédie qui met à nu la prétendue science et éducation pour l'imposture barbare qu'elle était réellement. Ota Benga était un homme Mbuti de la forêt de l'Ituri, dans ce qui était alors l'État libre du Congo, un territoire sous le règne personnel et notoirement brutal du roi Léopold II de Belgique. Sa jeunesse fut brisée par la violence génocidaire de l'armée privée de Léopold, la force publique, qui terrorisait la région pour imposer les quotas de caoutchouc. Sa femme et ses 2 enfants furent assassinés lors d'un raid. Lui-même fut capturé par des marchands d'esclaves. Sa vie, déjà détruite par une forme de violence coloniale, était sur le point d'en croiser une autre. En 1904, un explorateur américain et anthropologue autoproclamé nommé Samuel Phillips Werner était en Afrique, chargé d'acquérir des pygmées pour l'exposition universelle de Saint-Louis. Vernet était un homme mu par l'ambition et une foi inébranlable dans les théories raciales de son époque, un gardien complice du système classique qui voyait les peuples du Congo non pas comme des êtres humains, mais comme des objets d'exposition potentiels. Il trouva Ota Benga sur un marché d'esclaves et l'acheta pour une livre de sel et un rouleau de tissu. Vernet prétendrait plus tard que c'était un acte de sauvetage, mais ses actions ultérieures révèlent la vérité. Ota Benga avait simplement été transféré d'une forme de propriété à une autre. Il fut amené à Saint-Louis avec d'autres Mbuti pour être exposé dans la section anthropologique. Il fit sensation. Sa petite taille et ses dents qui avaient été rituellement limées en pointes acérées fascinaient les foules. Elles le voyaient comme un véritable cannibale, une créature de la jungle la plus profonde et la plus sombre. Il était dévisagé, poussé du doigt et suivi partout par des foules curieuses. Il était, en substance, un prisonnier dans une vaste cellule à ciel ouvert. Ota Benga, cependant, n'était pas une victime passive. Il résista. Il apprit à faire payer la foule pour un aperçu de ses dents. Il leur tirait parfois dessus avec son arc et ses flèches. Sa frustration et sa colère, nées d'un chagrin et d'une dislocation profonds, étaient palpables. Mais sa résistance était futile, présentée par la presse et les organisateurs comme une preuve supplémentaire de sa nature indomptée. Quand l'exposition se termina, son calvaire aurait dû être terminé. Vernet était censé le ramener au Congo, mais le voyage fut périlleux, et Ota Benga, trouvant son propre village disparu et se sentant aliéné des autres groupes, choisit de retourner aux États-Unis avec Vernet. Il n'avait plus de foyer où aller. Le monde civilisé, qui avait détruit son passé, était désormais sa seule option pour un avenir qui contiendrait une horreur encore plus grande que l'exposition de Saint-Louis. Le deuxième acte de la tragédie d'Ota Benga est presque impossible à comprendre, un moment où le sous-texte du zoo humain, l'équation entre les personnes non blanches et les animaux, devint horriblement explicite. Après son retour aux États-Unis, Samuel Werner, se trouvant en difficulté financière, chercha un endroit pour déposer sa charge. En 1906, il approcha William Temple Ernadey,
le directeur du zoo du Bronx nouvellement ouvert et un éminent zoologiste. Hornaday était également un eugéniste de premier plan et un cofondateur de l'American Bison Society. Lui, ainsi que son ami Madison Grant, un autre eugéniste puissant qui écrirait plus tard le tract raciste influent The Passing of the Great Race, y virent une occasion unique. Ils acceptèrent d'héberger Ota Benga au zoo. Au début, il avait libre cours sur le terrain, aidant les gardiens. Mais bientôt, Hornaday et Grant mirent leur plan monstrueux à exécution. Ils déplacèrent Ota Benga dans la cage des singes. Ils mirent un hamac dans l'enclos, dispersèrent quelques os sur le sol pour suggérer le cannibalisme et lui donnèrent un arc et des flèches pour tirer sur une cible. Pendant un temps, son principal compagnon dans la cage fut un orang-outan nommé Doong. Une pancarte fut affichée sur la cage, un témoignage de la faillite morale absolue de ces hommes de science. Elle disait « Le pygmée, Ota Benga, âge 23 ans, taille 4 pieds et 11 pouces, poids 103 livres, amené de la rivière Kasaï, État libre du Congo, Afrique centrale du Sud, par le docteur Samuel P. Vernet, exposé chaque après-midi en septembre. Il n'était plus un homme. Il était une pièce d'exposition répertoriée aux côtés des statistiques vitales des autres animaux. Les tyrans dysfonctionnels dans ce scénario étaient Hornaday et Grant, leur racisme scientifique perverti se métamorphosant en un acte de cruauté publique qui choqua même les sensibilités du New York du début du XXe siècle. Les foules affluèrent au zoo, se comptant par dizaines de milliers. Le New York Times et d'autres journaux rapportèrent le spectacle sur un ton de fascination morbide. Pouvez-vous imaginer le désespoir pur et écrasant? Avoir survécu au massacre de votre famille, à la terreur du marché aux esclaves, à l'humiliation de l'exposition universelle, pour vous retrouver en cage avec un singe, votre humanité officiellement et publiquement dépouillée par l'institution scientifique la plus respectée du pays. C'était l'aboutissement logique de tout le phénomène du zoo humain, le moment où le masque de l'éducation et de l'anthropologie fut arraché pour révéler le crâne grotesque et raciste qui se cachait dessous. Ota Benga, la victime impuissante, était maintenant définitivement un animal dans une cage. L'exposition d'Ota Benga dans la cage des singes du zoo du Bronx fut si effrontée, si profondément choquante, qu'elle provoqua une réaction violente et immédiate, principalement de la part de la communauté afro-américaine de la ville. Un groupe d'ecclésiastiques noirs, dirigé par le révérend Dr. James H. Gordon de l'Howard Colored Orphan Asylum de Brooklyn, mena une campagne passionnée pour obtenir la liberté d'Ota Benga. Gordon était furieux, reconnaissant l'exposition pour ce qu'elle était, une insulte grotesque à toute sa race et un acte de cruauté brutale contre un être humain. Il confronta directement le directeur du zoo, William Hornaday. « Notre race, pensons-nous, est suffisamment rabaissée, sans qu'on expose l'un des nôtres avec les singes », déclara Gordon. « Nous pensons que nous sommes dignes d'être considérés comme des êtres humains, avec des âmes. » Hornaday, l'arrogant exécuteur du système eugéniste, fut dédaigneux et méprisant. Il défendit ses actions dans la presse, arguant avec un cynisme à couper le souffle qu'il offrait simplement une exposition ethnologique intéressante. Lorsque cela ne parvint pas à calmer l'indignation, il prétendit qu'il ne faisait que fournir un foyer à un homme qui n'avait nulle part où aller, une justification absurde pour le mettre dans une cage avec un orang-outan. Madison Grant, l'idéologue archi-raciste, alla encore plus loin, déplorant que l'opposition prive la ville d'une précieuse leçon scientifique et suggérant que c'était du pur sentimentalisme de s'y opposer. Le débat fit rage dans les journaux de la ville. Les gardiens de zoo et leurs puissants partisans soutenaient qu'Ota Benga était heureux, qu'il appréciait l'attention. Ils présentèrent les manifestants comme trop sensibles et ignorants de l'importance scientifique de l'exposition. Cette bataille publique était un microcosme de la plus grande guerre d'idées qui se déroulait dans la société. D'un côté se trouvaient les forces du racisme scientifique, du pouvoir institutionnel et d'une mentalité coloniale profondément ancrée. De l'autre se tenait une coalition d'humanitaires et de leaders noirs luttant pour l'idée simple et radicale qu'un homme noir d'Afrique était, en fait, un homme. La pression monta. Le maire George B. McClellan Jr. refusa d'intervenir directement, mais condamna l'exposition en privé. Le public, bien qu'affluent initialement pour voir le spectacle, commença à se sentir mal à l'aise. Après des semaines de protestations incessantes et de publicité négative, Hornaday, défiant jusqu'au bout, finit par céder. Ota Benga fut libéré de sa cage, mais la victoire était amère. Les cicatrices de son calvaire étaient gravées profondément dans son âme.
Il était un homme libre, mais il était un homme complètement détruit, un fantôme hantant le monde civilisé, qu'il avait d'abord rendu orphelin puis l'avait mis en cage comme une bête. Après sa libération du zoo du Bronx, la garde d'Ota Benga fut transférée à l'Howard Colored Orphan Asylum du révérend Gordon. Les hommes et les femmes là-bas tentèrent de lui donner un foyer, de réparer les profonds dommages qui avaient été causés. Mais comment répare-t-on une âme brisée? Comment enseigne-t-on à un homme à vivre dans un monde qui vient de finir de débattre publiquement pour savoir s'il est, en fait, un homme? Son parcours de civilisation commença. On l'habilla de vêtements américains qu'il aurait arrachés à la première occasion. Il fut inscrit dans une école, mais son esprit, forgé dans la liberté de la forêt de l'Ituri, se rebella contre les confins d'une salle de classe. C'était un homme d'une profonde intelligence, mais son intelligence n'était pas adaptée à cet environnement étranger. Finalement, il fut déménagé à Lynchburg, en Virginie, et placé sous la garde de la poétesse Anne Spencer et de son mari, qui s'arrangèrent pour qu'il vive au Virginia Theological Seminary and College. Ici, pendant un temps, il y eut une lueur d'espoir. Il fut instruit par le président du collège, Gregory W. Hayes. Il commença à apprendre l'anglais. De manière très symbolique, il paya un dentiste pour faire recouvrir ses dents pointues, une tentative désespérée d'effacer le marqueur physique de l'altérité, qui avait été la source de sa gloire et de sa misère. Il accepta des emplois, travaillant dans une usine de tabac locale, et passait son temps libre dans les forêts entourant Lynchburg, enseignant aux garçons du coin ses techniques de chasse et de pêche. Dans ces moments entourés par la nature, il semblait trouver une paix éphémère, une ombre de la vie qui lui avait été volée. Mais ce n'était qu'une ombre. Le cœur de son être était vidé par une solitude inconsolable et un désir désespéré et dévorant de retrouver son foyer. Il parlait souvent de retourner au Congo. Le monde de Lynchburg, aussi bienveillant que fussent certains de ses habitants, n'était pas son monde. Les rires des enfants à qui il apprenait à chasser n'étaient pas les rires de ses propres enfants assassinés. Les forêts de Virginie n'étaient pas la forêt de l'Ituri. Il était à la dérive dans une mer de gentillesse qui ne pourrait jamais vraiment l'atteindre, un exilé permanent. Pouvez-vous imaginer le poids suffocant de ses souvenirs, les fantômes de sa famille, les échos des foules moqueuses, le claquement métallique de la porte de la cage? Il était un homme hors du temps et hors de son lieu, une incarnation vivante du coût humain de l'Empire et de l'arrogance scientifique. Le dernier chapitre de l'histoire d'Ota Benga est d'une désolation totale. Au fil des années passées à Lynchburg, son rêve de retourner au Congo devint son unique but, la seule lumière vacillante dans les ténèbres de son exil. Il commença à économiser de l'argent, planifiant son voyage de retour en Afrique, vers le seul endroit qu'il ait jamais appelé son foyer. Mais le monde, qui lui avait déjà porté tant de coups cruels, lui en réservait un de plus. En 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale mit fin à tous les voyages transatlantiques de passagers. Son chemin vers la maison était coupé. La dernière lueur d'espoir s'éteignit. La route vers son passé étant bloquée, Ota Benga plongea dans une dépression profonde et intense. Son emprise déjà fragile sur sa nouvelle vie lui échappa complètement. Il devint plus renfermé, plus instable. L'homme qui avait survécu à la force publique, au marché aux esclaves, à l'exposition universelle et aux eaux du Bronx, était finalement brisé, non par une cruauté manifeste, mais par le désespoir lent et écrasant de sa situation. En mars 1906, la douleur devint trop grande à supporter. Il alla dans les bois et alluma un grand feu de cérémonie, un rituel d'une vie qu'il ne pourrait jamais retrouver. Il retira ensuite les capsules de ses dents, dans un dernier acte de défi pour réclamer son identité au monde qui avait essayé de la remodeler. Puis, à l'aide d'un pistolet qu'il avait volé, Ota Benga, l'homme qui avait été exhibé comme un sauvage, un cannibale et un homme singe, se tira une balle dans le cœur. Il avait 32 ans. Son suicide n'était pas l'acte d'un fou. C'était l'acte de résistance finale, le plus logique et le plus tragique qui lui était offert. C'était une déclaration. Il choisissait les termes de sa propre sortie d'un monde qui ne lui avait offert que l'exploitation et le chagrin. L'histoire d'Ota Benga est une parabole parfaite et horrifiante. Elle contient tous les archétypes. La victime impuissante, Ota Benga lui-même, le tyran dysfonctionnel, sous la forme du système colonial et d'hommes comme Léopold, et les gardiens complices du système, des hommes comme Vernet, Hornaday et Grant, qui utilisèrent le langage de la science et du progrès pour justifier leur barbarie. Sa vie et sa mort constituent une tâche permanente et indéniable sur la conscience des institutions qui l'ont exploité,
et un rappel obsédant des conséquences humaines réelles de la réduction des personnes à des objets de curiosité. Bien que des histoires de victimisation totale comme celle de Saartjie Baartman et d'Ota Benga soient essentielles pour comprendre les profondeurs de cette pratique cruelle, il est tout aussi important de reconnaître que les personnes exposées n'étaient pas toujours des objets passifs d'exploitation. C'étaient des êtres humains dotés de leur propre agentivité, et dans de nombreux cas, ils se sont défendus, ont résisté et ont cherché à contrôler leur propre destin dans un système conçu pour briser leur esprit. Ce récit de résistance ajoute une couche de complexité cruciale, nous rappelant que même face à une puissance écrasante, la volonté humaine de dignité persiste. L'un des exemples les plus remarquables de cette résistance vient d'un groupe de 8 personnes, Kwakwakwakwakwa, de la Colombie-Britannique, qui furent recrutées par un agent de Karl Hagenbeck en 1885. Elles furent emmenées en Allemagne et exposées, mais elles réalisèrent bientôt que les conditions n'étaient pas celles qui leur avaient été promises. Elles étaient maltraitées et leurs performances culturelles étaient déformées. Plutôt que de simplement subir leur sort, elles firent quelque chose d'extraordinaire. Elles trouvèrent un avocat et poursuivirent leur promoteur devant un tribunal allemand pour rupture de contrat et pour la restitution de leurs objets culturels. Plus étonnant encore, elles gagnèrent. Le tribunal se rangea du côté des Kwakwakawakwa, et elles purent obtenir leur billet de retour. Ce fut une victoire rare mais puissante, une démonstration que les systèmes juridiques et moraux des exploiteurs pouvaient parfois être retournés contre eux. D'autres actes de résistance étaient plus désespérés. En 1892, un groupe de galibis de Guyane française, qui était exhibé dans une cage au jardin d'acclimatation à Paris, réussit à s'échapper de son enclos. Ils s'enfuirent dans la ville, créant une panique et un scandale médiatique. Ils cherchèrent finalement refuge auprès d'un politicien français anti-esclavagiste, utilisant leur évasion pour protester publiquement contre leur traitement. Même à une échelle plus petite et quotidienne, la résistance prenait de nombreuses formes. Des individus refusaient de se produire, faisaient délibérément semblant de ne pas comprendre les instructions, ou se moquaient ouvertement du public. Ils s'efforçaient de maintenir leurs pratiques culturelles et religieuses en secret, loin des regards indiscrets de la foule, créant de petites poches de dignité et d'humanité dans les confins déshumanisants de l'exposition. Ils formaient des liens de solidarité avec d'autres troupes exposées, partageant informations et soutien. Ces histoires sont vitales, car elles brisent le portrait simple et bidimensionnel de la victime impuissante. Elles montrent que c'étaient des individus ingénieux, résilients et courageux qui ont navigué dans une situation impossible avec intelligence et défiance. Ils n'étaient pas simplement des choses sur lesquelles on agissait, ils étaient des acteurs à part entière, luttant pour leur humanité contre un monde déterminé à la nier. Le déclin du zoo humain ne fut pas un événement soudain, mais une disparition lente et progressive, entraînée par une confluence de changements technologiques, sociaux et politiques. Les mêmes forces de la modernité qui avaient donné naissance au spectacle contribuèrent finalement à sa disparition. L'un des facteurs les plus significatifs fut l'avènement d'une nouvelle technologie, le cinéma. Les films offraient une nouvelle manière, et à bien des égards plus puissante, de consommer l'exotisme. Le public pouvait désormais regarder des images scintillantes de terres lointaines et de peuples primitifs dans le confort d'une salle obscure, sans la réalité gênante d'êtres humains vivants, respirants et parfois peu coopératifs. Les films pouvaient être montés, mis en musique et narrés pour créer une fantaisie coloniale encore plus puissante et contrôlée qu'une exposition en direct. Le film ethnographique, lancé par des figures comme Robert Flaherty avec Nanook l'Esquimau, perpétua la tradition du zoo humain dans un nouveau médium, présentant une version très romancée et souvent mise en scène de la vie indigène. Simultanément, les sensibilités publiques en Occident commencèrent à changer, bien que lentement. Le chauvinisme débridé de la fin du XIXe siècle céda la place à un malaise croissant face aux formes les plus manifestes d'exploitation raciale. Les horreurs de la Première Guerre mondiale, un conflit qui vit les nations européennes, civilisées, s'entretuer par millions, firent sonner creux les grandes déclarations de supériorité raciale et culturelle. La guerre brisa le mythe du progrès inévitable et exposa la face sombre du nationalisme. Dans l'après-guerre, les mouvements anticoloniaux commencèrent à prendre de l'ampleur et à trouver une voix sur la scène internationale. Les protestations contre les expositions humaines devinrent plus organisées et efficaces. Les militants, tant au sein des nations colonisées que de groupes sympathisants en Occident, condamnèrent la pratique comme une relique barbare. Le consensus scientifique commença également à évoluer.
Les typologies raciales grossières du XIXe siècle, avec leur focalisation sur les mesures de crâne et les hiérarchies simplistes, furent progressivement discréditées et remplacées par des modèles anthropologiques et génétiques plus sophistiqués qui mettaient l'accent sur l'unité plutôt que sur la division de l'espèce humaine. Bien que le racisme fût loin d'être vaincu, ses fondements scientifiques s'effritaient. Le dernier grand zoo humain est souvent considéré comme étant celui de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, où un village congolais était encore exposé, suscitant de vives protestations. À cette époque, la pratique était devenue un anachronisme embarrassant, un vestige d'une ère coloniale qui tirait rapidement à sa fin. Les cages furent démantelées, mais l'héritage de ce qu'elles représentaient persisterait pendant des générations. Bien que les enclos physiques des zoos humains aient été démolis, leur architecture intellectuelle et culturelle reste profondément ancrée dans les fondations du monde moderne. La logique du spectacle, l'acte d'altérisation à des fins lucratives et politiques, n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. On peut voir son descendant direct dans les formes les plus exploiteuses du tourisme culturel, où les communautés indigènes sont souvent poussées à jouer une version simplifiée et romancée de leur culture pour les appareils photos des visiteurs étrangers. La visite d'un village vivant peut être une version moderne et plus subtile de l'exposition ethnologique, où la vie quotidienne des gens est à nouveau transformée en marchandise, leur authenticité une performance soigneusement gérée. Les stéréotypes que ces zoos ont contribué à créer et à populariser se sont avérés incroyablement tenaces. L'image du noble sauvage, du guerrier brutal ou de l'indigène enfantin continue de hanter la culture populaire, des films hollywoodiens à la publicité. Ces caricatures, nées sur les champs de foire du XIXe siècle, continuent d'informer les perceptions et les politiques, perpétuant un regard colonial qui voit les cultures non occidentales à travers un prisme de condescendance ou de fantasme romantique. L'héritage peut être le plus tangible et le plus controversé de l'ère des zoos humains, et la vaste collection de restes humains et d'artefacts culturels qui résident encore dans les musées d'Europe, d'Amérique du Nord. Les mêmes institutions scientifiques qui ont autrefois défendu l'exposition de personnes vivantes ont également amassé d'énormes collections de leurs squelettes, crânes et objets sacrés, souvent acquis par le vol, la coercition ou des fouilles contraires à l'éthique. La lutte pour le rapatriement de ces restes, comme ceux de Saartjie Baartman, est une confrontation directe avec l'héritage du zoo humain. C'est un combat pour réclamer non seulement des os, mais aussi une histoire, une dignité et une intégrité spirituelle. Pour les descendants de ceux qui ont été exposés, la lutte pour le rapatriement est un combat pour défaire un acte de profonde violence historique, pour ramener leurs ancêtres à la maison et leur accorder enfin la paix qui leur a été refusée dans la vie et dans la mort. L'histoire du peuple Igoro, par exemple, ne s'est pas terminée à Saint-Louis. L'héritage de leur exposition en tant que mangeurs de chiens a eu un impact durable et douloureux sur leur identité et la façon dont ils sont perçus aux Philippines même, un rappel brutal que les blessures infligées par ces spectacles peuvent suppurer pendant des générations. Le zoo humain n'est pas un chapitre clos de l'histoire. Ses échos sont tout autour de nous, un rappel silencieux mais persistant du pouvoir durable des préjugés et du long et difficile chemin vers un véritable examen de conscience post-coloniale. Pour vraiment comprendre le phénomène du zoo humain, il faut regarder au-delà des impresarios et des scientifiques et porter un regard critique sur la foule. Qu'est-ce qui a attiré des millions de gens ordinaires commerçants, ouvriers, enseignants et leurs enfants à ces spectacles de dégradation organisée? La réponse est un cocktail complexe et troublant de psychologie humaine. Il s'agissait bien sûr de curiosité et d'une soif d'exotisme dans un monde de plus en plus interconnecté mais encore mystérieux. Mais c'était une curiosité mêlée d'un profond sentiment de supériorité. Contempler le sauvage, c'était affirmer sa propre civilisation. L'acte de regarder de haut les gens dans l'enclos était un acte d'autodéfinition. En définissant ce qui était primitif, arriéré et étrange, le spectateur pouvait plus clairement définir ce qui était moderne, avancé et normal à savoir, lui-même. C'était la psychologie du projet colonial distillée en une seule expérience transactionnelle. Il y avait aussi un élément de peur, une peur excitante, qui était contenue en toute sécurité par la présence d'une clôture ou d'une cage. Les hommes sauvages avec leurs lances et les cannibales, avec leurs dents limées, étaient passionnants parce qu'ils représentaient un danger primaire qui avait été apprivoisé et mis en scène pour une consommation sans risque. C'était une façon pour une société de plus en plus urbanisée et industrielle de renouer avec un fantasme du sauvage, tout en célébrant simultanément sa conquête sur lui.
Ne pouvons-nous pas y voir un sombre miroir? L'acte d'enaltérisation est une impulsion humaine fondamentale, une manière dont les groupes se sont toujours définis par opposition à leurs voisins. Mais les zoos humains ont industrialisé cette impulsion à une échelle sans précédent. Ils ont pris un préjugé latent et l'ont transformé en une marchandise produite en masse. Ils ont fourni une justification apparemment scientifique et éducative pour ce qui était, au fond, un besoin primaire de se sentir supérieur et en sécurité dans sa propre identité. Se tenir dans cette foule, en 1893 à Chicago ou en 1904 à Saint-Louis, c'était participer à un rituel collectif d'auto-affirmation payé par la dignité volée des autres. Il est facile pour nous, un siècle plus tard, de condamner ces foules, mais il est plus difficile, et peut être plus important, de se demander quels spectacles modernes remplissent une fonction psychologique similaire pour nous aujourd'hui. Où allons-nous pour faire réaffirmer sans douleur nos propres identités et notre propre sentiment de supériorité culturelle? Le zoo humain tend un miroir non seulement au passé, mais aussi aux recoins persistants, et souvent sombres, de la nature humaine elle-même. À la fin, ce qui reste est un silence profond et sombre, le silence d'histoires qui ne pourront jamais être entièrement racontées, de vies qui ont été irrévocablement brisées. L'histoire du zoo humain est une vaste nécropole tentaculaire, remplie des fantômes de milliers d'individus anonymes. Nous connaissons peu être le nom d'Ota Benga ou de Saartjie Baartman, mais pour chaque histoire qui a été enregistrée, il y en a d'innombrables autres qui ont été perdues dans les vents de l'histoire. Qui étaient les Samis qui ont grelotté pendant un hiver allemand pour le profit de Karl Hagenbeck? Quels étaient les noms des enfants du village Igoro qui ont appris à jouer leur enfance devant une foule de badauds? Quelles chansons les guerriers du Dahomey chantaient-ils la nuit dans leur enclos de Chicago pour se souvenir de chez eux? Ce sont des questions auxquelles l'histoire, avec sa focalisation sur les puissants et les archives écrites, peut rarement répondre. Le coût humain est incalculable, mesuré non seulement par les décès dus à la maladie et au désespoir, mais aussi par le traumatisme générationnel, la perturbation culturelle et les profondes blessures spirituelles qui ont été infligées. Cette pratique était une campagne systématique de meurtre de l'âme, déguisée en divertissement et en éducation. C'était l'expression publique d'une psychose politique qui considérait des peuples entiers comme moins qu'humains, comme de la matière première pour le grand projet de l'Empire. Réfléchir aux zoos humains, c'est se confronter à la capacité terrifiante des gens ordinaires à participer à une cruauté extraordinaire, à voir avec quelle facilité le vernis de la civilisation peut être enlevé par l'attrait enivrant du pouvoir et des préjugés. Cela nous oblige à poser les questions les plus troublantes. Quelle est la véritable mesure du progrès? Et quelle part d'ombre sommes-nous prêts à tolérer en son nom? L'héritage de ces expositions est un devoir solennel de se souvenir, non seulement du spectacle, mais des êtres humains en son cœur de dire leur nom quand nous le pouvons, et d'honorer leurs histoires silencieuses et volées quand nous ne le pouvons pas.